Bonsoir à tous, à toutes. Donc nous présentons. Nous sommes donc Shlomo Stora, Rivka Stora. Nous sommes tous les deux psychologues cliniciens et psychanalystes, également mari et femme. Et donc nous allons vous parler ce soir de la théorie du genre. Vous avez peut-être sûrement entendu parler, on en parle beaucoup de cette théorie aujourd'hui. Et nous allons donc vous parler de cette théorie à la lumière, c'est-à-dire en référence à la psychanalyse, donc, qui est notre domaine professionnel, ainsi qu'à la Torah, qui est évidemment aussi notre référence, puisque Rivka va en parler dès maintenant, mais la question de la psychanalyse et de la Torah sont au cœur un petit peu de notre travail et de notre réflexion. Donc c'est à partir de ce, je dirais, de ce prisme-là que nous allons vous parler aussi de cette théorie du genre. Et donc je laisse la parole tout de suite à Rivka qui va donc vous présenter cette théorie. Elle vous parlera également après de la référence à la psychanalyse, et moi je terminerai en vous parlant de la Torah, toujours en lien donc avec cette question de la théorie du genre. Voilà. Alors, bonsoir. Donc, vous parlez de la théorie du genre, ou des études sur le genre, à la lumière de la Torah et de la psychanalyse, nécessite dans un premier temps de préciser les trois champs de réflexion, de pensée dont il est question. Car nous sommes bien dans la confrontation de trois domaines distincts. Le social, le genre c'est du social, la psychanalyse et l'étude de la Torah. Il s'agit donc de fait de trois langages différents, d'auteurs différents et aussi d'époques différentes. Alors, pour commencer, ce qui concerne la Torah, puisque nous sommes à Jérusalem, et probablement pas par hasard, je peux supposer que vous connaissiez tous plus ou moins les textes juifs de la Torah et ses commentateurs, tels que Rashi, le Maharal de Prague, le Gaon de Vilna. Ces écrits, ayant traversé les époques, dépassent les vérités humaines bien au-delà du simple fait religieux, au sens strict du terme. Vous êtes d'accord? En ce qui concerne la psychanalyse, qui est notre domaine professionnel, sur la découverte de l'inconscient et de la pratique thérapeutique qui en découle, Freud a apporté des textes de réflexion nouvelle, révolutionnaires à la fin du XIXe siècle, sur la clinique des pathologies psychiques. On vous parlait aussi de Jacques Lacan, une génération plus tard en France, qui approfondira les théories freudiennes d'une façon singulière. En effet, sa façon d'appréhender l'écoute des patients, analysée, en s'intéressant précisément à la parole du patient, à sa construction langagière, nous rappelle étrangement certaines règles d'interprétation de la Torah, telles que la smichut ou encore la Gzera Shava. Ce sont des règles par lesquelles la primauté est donnée au mot, au signifiant, dans sa littéralité, c'est-à-dire ses lettres, avant le sens premier, c'est-à-dire le mot avant le sens. C'est tel que nous aussi, quand on travaille, on appréhende notre travail. Les mots, comment parle la personne, avant le sens, bien sûr qu'on écoute le sens aussi, mais c'est le mot qui prime sur le sens. Quant à nous, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot nous a ouvert de nouvelles perspectives dans notre pratique professionnelle insoupçonnée en France, puisque nous travaillons ici. Au point où aujourd'hui nous avons créé notre propre approche professionnelle en articulant Torah et psychanalyse. Bon, je vais vous parler maintenant plus précisément de la théorie du genre,
alors que ces théories sont un peu éloignées de notre propos habituel. Pourtant, elles nous intéressent sur le plan clinique, oui, certes, mais aussi social, car nous ne sommes pas indifférents à leurs conséquences, telles les lois sur le mariage pour tous en France, ou la PMA, particulièrement la PMA pour toutes, qui a été donc introduite récemment en France. Enfin, je ne sais pas s'ils sont vraiment conclus, mais en tout cas, c'est-à-dire quand ils en sont arrivés, la PMA donc c'est la procréation médicalement assistée, et aujourd'hui donc il est en France, une nouvelle loi, c'est en cours ou quasiment reçu, le fait que les femmes qui peuvent se faire un enfant toutes seules. Les deux hommes pouvoir avoir un enfant. Oui, pour les hommes, non pas encore. Là, il est question des femmes. C'est que pour les femmes. Pour l'instant, il est question des femmes, une femme seule. Peut se faire un enfant. En Israël aussi. En Israël aussi. Peut-être. Ces lois-là donc nous interrogent parce qu'elles cherchent à normaliser tout ce qui semble exprimer un malaise profond, identitaire chez le sujet humain, moderne. En effet, ces théories semblent vouloir dissocier, donc séparer, l'identité sexuelle, au sens d'être un homme ou d'être une femme, du lien filial, au sens d'être fils d'eux ou fille d'eux. C'est ce que nous entendons donc de ces théories. C'est-à-dire donc que pour nous, c'est l'inverse. Cette dissociation intéresse nécessairement la place de la parole et du langage dans la construction de l'identité de tout un chacun. Dans le langage, il y a le masculin et le féminin, n'est-ce pas? Et effectivement, cette différence du masculin et du féminin dans le langage permet la construction psychique de tout sujet, tout petit à grand. Elle permet effectivement de s'identifier, non pas seulement le langage, bien sûr, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est une importance essentielle dans notre travail. En effet, à cet égard, ces théories ne manquent pas d'interroger la psychanalyse ainsi que les discours juifs sur la filiation. Alors, ce terme de genre serait apparu dans les années 1950 aux États-Unis, dans les milieux psychiatriques et médicaux, où des professionnels se sentaient dans la nécessité d'inventer un terme nouveau, afin de désigner ces sujets qui se disaient souffrir dans un corps dont le sexe ne correspondait pas à leurs aspirations. Tels ces hommes qui se disent être une femme dans un corps d'homme, s'affirmant en quelque sorte victimes d'une erreur de la nature. C'est pour ça que ces médecins à l'époque se sont dit, bon, ils ont commencé à inventer ce terme de genre qui est devenu par la suite transgenre, le mot que vous connaissez. Ce terme de genre sera repris par la suite par les mouvements féministes, quelques années plus tard. Donc. Et ce qu'on peut observer, et là écoutez bien, parce que là ça va être le point central de notre propos, qu'est-ce qu'on peut observer dans leurs propos, donc, que ce terme de genre vient se substituer aux catégories langagières du masculin et du féminin, telles qu'elles ordonnent l'accès aux identités sexuelles et psychiques au sens d'être un homme ou d'être une femme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà, en langage, l'essentiel, enfin, ce qui est important, c'est pas l'essentiel, l'important est ce qui est le masculin et le féminin, alors qu'en introduisant le mot genre, cela annule d'une certaine façon cette opposition masculin et féminin dans le langage pour produire quelque chose d'illimité, masculin, féminin, et puis d'autres choses. C'est-à-dire le masculin et féminin n'a plus son sens premier, il va être modifié. Ce terme de genre, on va dire genre masculin, genre féminin, genre X, Y par la suite. D'accord. Alors, historiquement, il y a une première vague, on parle d'une première vague de théoriciennes du genre, avec Simone de Beauvoir, que vous avez tous entendu parler, dont vous avez tous entendu parler, qui était donc philosophe essayiste, ou encore une certaine Anne Oakley, britannique, c'est une sociologue.
qu'est-ce qu'elle laisse entendre, ces femmes? Elle laisse entendre que les catégories du masculin et du féminin, toujours dans le langage, cesseraient d'avoir comme point d'ancrage le langage. Mais pour ces auteurs, ces catégories seraient déterminées par l'environnement social des individus. Donc, le masculin et le féminin ne sont plus dans le langage, comme effectivement un opposé, mais ils deviennent effectivement un produit du social. C'est la société qui créerait le masculin et le féminin. En psychanalyse, nous parlons du sujet parlant. Le langage est essentiel en psychanalyse. Dans la Torah, dans Bereshit, ou même tout au long de la Torah, il est parlé, il est dit que l'homme est créé par la parole. Alors on entend donc dans cette théorie du genre, dans ces propos, que effectivement le langage n'est plus essentiel. Et nous on a dit donc le masculin et le féminin sont essentiels dans le langage pour déterminer la personne par rapport à son identité sexuelle. Bon. Du coup, pour ces auteurs, donc, la société s'organiserait selon les paradigmes des choses des hommes et des choses des femmes, et non plus du masculin et du féminin, qui ordonnent le langage. C'est-à-dire ça devient presque objectable, des objets, le masculin et le féminin. Ce ne sont plus effectivement quelque chose qui ordonne le langage. Au point qu'elle se convainc qu'il existe des domaines réservés à tel ou tel sexe. Dans la société, on dit qu'il y a des métiers pour les femmes, des métiers pour les hommes. Elle dénonçait donc cela. Effectivement, d'où une volonté affichée de vouloir réduire les inégalités sociales. Ce qui est d'ailleurs légitime, bien sûr. On veut réduire les inégalités sociales au niveau droit, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'elles veulent, enfin, ce qui produit de fait cette réduction d'inégalités sociales, ça produit une confusion par la réduction de la différence même entre les hommes et les femmes. Réduire les inégalités sociales pousse à réduire la différence même entre les hommes et les femmes. Okay. La deuxième vague, qui est aussi décrite historiquement, sous les noms d'auteurs comme Judith Butler, c'est une philosophe et théoricienne américaine du genre, Christine Delphi, sociologue et militante féministe française, et encore Anne Fausto Sterling, qui est une professeure de biologie et d'études de genre à l'université de Brown à New York. Notons ici que la théorie du genre, entre-temps, est rentrée à l'université. On étudie ça à l'université. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes, de nouveau par rapport à précédemment? Elles appuient leurs propos sur des critères biologiques en disant que les gonades, c'est-à-dire donc ovaires, testicules, hormones, chromosomes, ne suffisent pas à déterminer le sexe d'une personne. Bon, jusque-là, on pourrait dire, on est d'accord. Et elles prennent l'exemple d'opérations chirurgicales pratiquées sur des personnes en vue de leur attribuer une identité sexuelle anatomique quand il y a une ambiguïté sexuelle à la naissance. Il existe quelques rares enfants qui naissent avec un sexe pas clair. On ne sait pas, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. Bon. Qu'est-ce qu'elle dénonce à ce moment-là? Elle dénonce que la société voudrait absolument lui accorder un sexe. En disant, absolument chercher dès le début, même chirurgicalement, à prouver est-ce que c'est un garçon ou une fille, en mesurant est-ce qu'il y a plus de chromosomes, est-ce que chromosome X ou Y, est-ce qu'il y a plus est-ce que les gonades sont plus développées d'un côté de l'autre, est-ce qu'il y a plus d'hormones féminines ou masculines, et on attribue un sexe. Elles disent, mais pourquoi? Pourquoi attribuer absolument un sexe à un enfant qui naît sous ambiguïté? On ne pourrait pas le laisser, par exemple, choisir lui-même, plus tard. Voilà. Évidemment, une telle réflexion nous conduira à nous interroger sur la construction de l'identité psychique du sujet humain. C'est-à-dire comment, effectivement, psychologiquement, psychiquement, se construit l'identité sexuelle.
est-ce qu'on peut penser avec ces auteurs, avec un tel propos, qu'un sujet humain pourrait à lui-même être, à lui-même, sa propre origine, et du même coup d'avoir à déterminer sa propre identité sexuelle, en se nommant lui-même d'un nom qui le définirait comme homme ou comme femme. Ce qui nous laisse entendre, évidemment, vous connaissez toutes ces histoires de ces personnes transgenres quand elles changent de sexe, elles se donnent un nouveau nom. Est-ce que c'est possible, ça, psychiquement? On va dire c'est possible, oui, les lois peut-être l'autorisent, mais est-ce que psychiquement c'est concevable? Est-ce que c'est normal, entre guillemets? L'idée, est-ce qu'on peut être à l'origine soi-même de son identité sexuelle? Est-ce qu'on peut décider soi-même de est-ce qu'on est un homme ou est-ce qu'on est une femme? Justement, toujours dans l'idée comment ça fonctionne. Alors justement, parce que la psychanalyse et la Torah nous enseignent que toujours le langage et la parole témoignent de l'existence d'une certaine verticalité, c'est-à-dire une transmission, qui implique d'avoir à reconnaître que le sujet humain a toujours été parlé par avance. Et cela dès la conception. De sorte que les parents, à l'origine de la conception d'un enfant, ne sauraient être réduits à des géniteurs, mais bien à des êtres de parole dont la fonction est de nommer le sujet humain en la personne de leur enfant. Nous proposons, nous, tel que c'est aussi écrit dans la Torah, c'est à la fois la psychanalyse et la Torah qui dit ça, qu'il y a donc une verticalité transmise par les parents qui fait qu'effectivement, qui aide à déterminer, donc qui fait construire l'identité sexuelle d'un enfant. Alors, reprenons maintenant à nouveau l'idée de la théorie du genre. L'idée principale qui en sort donc serait d'affirmer que l'identité sexuelle procéderait d'une construction sociale. Vous l'avez entendu. Elle deviendrait donc variable. Si c'est la société, elle est variable selon une contingence relevant d'éducation. En fonction qu'on change d'éducation, on peut aussi modifier qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. C'est-à-dire imposer de fait par l'extérieur social du sujet. Comme si au fait on deviendrait un homme ou une femme parce que la société dit voilà, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Alors que là où en affirmant que l'identité sexuelle relèverait d'un acte de transmission qui engagerait la parole des parents, la psychanalyse vient clairement situer la question de l'identité sexuelle à l'intérieur du sujet. C'est intérieurement qu'on se construit une identité, et non pas par l'extérieur. On va essayer d'expliquer ça à nouveau. Simone de Beauvoir, elle avait repris la phrase de Freud quand elle disait « on ne naît pas femme, mais on le devient ». Bon. Sauf qu'elle y mettait un sens tout à fait différent de Freud. La phrase de Simone de Beauvoir pourrait maintenant se déployer ainsi: on ne naît pas homme ou femme, mais c'est la contingence sociale qui nous fait devenir homme ou femme. Freud, lui, laisse entendre qu'effectivement l'identité sexuelle n'est pas innée, c'est pas la naissance, l'enfant sait déjà qu'il est un homme ou une femme, bien sûr, mais c'est le résultat d'une construction psychique, qui évidemment commence dès l'enfance. Et à nous de rajouter, même, à cette idée de construction, qu'elle s'introduit dans l'inconscient du sujet à l'origine. Qu'est-ce que c'est l'origine? C'est-à-dire au moment de la conception. Puisque c'est quand même là que ça se détermine, le sexe. Au niveau physique, bien sûr, mais aussi, surtout, parce qu'il y a le désir des parents qui est premier à cette construction. Quand je dis ça, aussi, on entend déjà qu'à l'origine, il y a un homme et il y a une femme. D'accord.
Shlomo précisera donc tout à l'heure dans son propos cette question-là en parlant donc du discours juif sur la filiation. Comment par les parents, par la verticalité dont je parlais tout à l'heure, ça passe. Depuis ce que je dis depuis tout à l'heure, là, en parlant de psychanalyse, maintenant, en confrontant psychanalyse et théorie du genre, je dis bien qu'il y a une double naissance physique et psychique. L'enfant ne peut pas échapper à cela. Et la contingence sociale à Bordeaux, elle est très secondaire à sa détermination. Et tout au long de l'évolution de l'enfant, cette intrigation originaire du désir, à la fois physique et psychique, du désir de l'autre, avec un grand A. C'est Lacan qui avait pris ce terme-là, le désir de l'autre, le désir des parents avec un grand A. L'enfant devra se construire avec la lisibilité, lecture, on revient à l'idée des lettres, lecture, la lisibilité. Lisibilité plus ou moins claire qu'il aura hérité de ce désir originaire. C'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant aura compris inconsciemment de ce désir originaire des parents. Vous voyez cette construction intérieure, profonde, très singulière à chaque individu, ne peut être relayée par le milieu extérieur, sauf si cette lisibilité de compréhension, si vous voulez, pourrait-on dire, fait défaut au point où le sujet aura besoin d'une suppléance. L'extérieur n'interviendra seulement que si le sujet n'aura pas pu effectivement se construire une identité intérieure, parce qu'il est en difficulté. Donc ça reste imaginaire, cette construction, si elle est extérieure. Comme si c'était une image qu'on voit à l'extérieur. Ils voient que les femmes et les hommes sont comme ça, parce qu'on leur a dit ça c'est un homme, ça c'est une femme. Je schématise bien sûr. Et ils vont effectivement se comporter comme un homme ou comme une femme. Extérieurement. Parce qu'intérieurement, ils n'auront pas pu effectivement se construire. Donc, ça, c'est le thérapeute qui parle par rapport à des personnes en souffrance à ce niveau. Alors, pour vous donner comment cette lisibilité donc, se met en place, ou pas, d'un point de vue psychanalytique, je vais vous exposer brièvement les théories psychanalytiques, sans vous faire un cours, sans être, j'espère, pas trop compliqué, en vous parlant de Jacques Lacan, même si on dit qu'il est sur quelqu'un d'incompréhensible, c'est pas vrai. Il a amené des choses très intéressantes, et essentiellement, sa particularité, c'est qu'il a parlé du stade du miroir, dans le développement de l'enfant. Ce stade du miroir se situe entre 6 et 18 mois. Et je vais aussi vous parler du fameux complexe d'Oedipe de Freud, pour justement vous préciser davantage, parce qu'on dit que c'est par le complexe d'Oedipe, il a toujours été dit, que l'identité sexuelle s'introduit pour l'enfant. Comment, à la fin du complexe d'Oedipe, il est censé être clair pour lui si un garçon ou si une fille. L'enfant. Alors le stade du miroir, succinctement, qui est donc une théorie lacanienne, l'enfant à ce moment-là est tout petit, je vous ai dit 6-18 mois, à peu près, ce sont quand même des théories. Donc l'enfant est tout petit, il ne sait pas encore se déplacer, il ne connaît pas la totalité de son corps. Par contre, il peut à ce moment-là accéder à son image dans le miroir. Dans un premier temps, il pense percevoir, quand il se voit dans le miroir, il pense voir quelqu'un d'autre, comme les animaux, on va dire. Ensuite, il se rend compte que c'est une image, et le dernier mouvement, c'est celui-là qui nous intéresse, il va donc comprendre que c'est son image à lui. Donc le moment où l'enfant comprend que quand il se voit dans le miroir, que c'est lui. Ce mouvement-là, il devient, pour l'enfant jubilatoire, il devient essentiel, pas seulement parce qu'il se voit, parce que ça ne suffit pas de se voir visuel. Ce qui est essentiel, c'est qu'à ce moment-là, il y a une parole qui accompagne cette image qui est donc extérieure. On parlait d'extériorité et d'intériorité tout à l'heure.
En effet, à ce moment-là, qui parle? Il est petit, en général, il est porté par sa mère. Il le montre, il lui dit, c'est toi, par exemple, c'est toi, Binyamin, mon fils. Il va dire cette mère, par exemple, à ce moment. C'est-à-dire au moment où il voit l'image et elle lui parle et elle le nomme, il va comprendre quelque chose. Donc quelque chose se passe. C'est important là pour lui. Et c'est pourquoi je dis que cette parole est essentielle, parce que dans cette parole de la mère est transmis un message bien au-delà du contenu lui-même. D'une certaine façon, c'est là où on peut commencer à parler de ce que c'est que ce désir de l'autre, avec un grand A. La mère, elle parle, et dans son message, sont sous-entendus plein de choses. Son rapport au père, avec qui elle a fait l'enfant. Toute l'histoire de ce couple, leur mariage, leur lien, leur nom, leur religion. J'ai fait exprès, évidemment, d'utiliser un prénom juif pour donner mon exemple, en disant « c'est toi, Binyamin, mon fils », parce que dans la pratique juive, la Mila a eu lieu à ce moment-là, n'est-ce pas? Et le sexe du garçon est marqué par la mitzvah du père. Il y a, oui, un mouvement de l'extérieur, puisque c'est l'image, comme je vous disais dit, vers l'intériorité pour l'enfant, mais vous voyez bien que cette parole, elle est absolument essentielle. C'est-à-dire ce qui passe dans cette parole maternelle est absolument essentiel pour qu'effectivement l'enfant se reconnaisse. S'il avait juste vu l'image, et qu'il a vu, on dit une petite fille par exemple, voit son image, elle est habillée en rose, et elle va voir une image rose, elle va se dire, bon ben voilà, c'est moi, donc effectivement le rose égale fille. Non, c'est bien que c'est pas ça, même si la société effectivement fait rose, bleu, etc., certaines sociétés, ce que peuvent dénoncer justement ces théories abusantes, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, cette couleur, c'est pas important, d'accord? Le rose, lui, resterait collé à l'image de cet enfant, à son moi, ce qu'on appelle en psychanalyse le moi. Le moi, c'est imaginaire. Et il n'y a pas de parole, là, dans l'image. Alors que cette nomination, quand la mère parle du grand autre, hein, avec un grand A, qui est ici la mère, permet à l'enfant d'accéder à son je, J-E, qui définit le sujet humain. On différencie en psychanalyse le moi et le je. Le moi du côté de l'imaginaire, de l'ego, et le je, au sens le sujet parlant. Quand je parle, qui parle en moi? D'où je parle? Je parle en mon nom. Je parle là en tant que femme. Vous regardez, n'est-ce pas? Voilà, c'est je. Qui suis-je? D'où je viens? Qui sont mes parents? Quelles sont mes origines? Ça qui parle, ça c'est le je. Alors que le moi, c'est l'image. C'est éventuellement comment je me suis habillée ce soir. Ça c'est... Ça parole, passe c'est automatiquement par la parole. Quoi? Tout ce que vous êtes en train de définir là, toute cette construction de l'enfant, ça passe automatiquement par... Ça ne peut passer que par la parole. Pas que, parce que dans la parole, il y a plein de choses. Il y a des émotions aussi dans la parole. Il n'y a que les mots. Oui, bien sûr. C'est essentiel. On construit un enfant avec la parole. Ça vous étonne? Ça veut dire que le ton que vous utilisez, les mots que vous utilisez sont essentiels pour la construction de l'enfant. Il va retenir ça. Oui. Alors il y a une question un peu peut-être de côté, les gens qui ne peuvent pas parler. Ils parlent aussi, je pense. Ils parlent aussi, leur façon de parler. C'est une façon de parler. Certainement qu'ils ont leur façon de parler aussi, ils s'expriment, les gens en parlant. En fait, tout ça, c'était pour vous dire qu'il était impossible d'avoir un désir sans qu'il passe par l'autre. Le désir, ce qui s'exprime dans la vie de tous les jours, dans un projet de vie, de tout un chacun,
et aussi dans le sexuel, qui confronte le sujet à un autre du sexe opposé pour concevoir un enfant. C'est comme ça que ça se passe. Et non plus du même qui est vu dans le miroir. Je fais un peu écho là à la question de l'homosexualité. L'homosexualité, on peut comprendre, on peut entendre qu'il y a relation entre deux mêmes. On pourrait là, par rapport à ce que je vous ai dit du stade du miroir, comme si en fait, effectivement, il y avait manqué quelque chose dans cette parole. Peut-être. Ces hypothèses, bien sûr. Alors, donc, comme le stade du miroir, c'est la prémisse d'une subjectivité, le prémisse plutôt de la subjectivité, et le complexe d'Oedipe, maintenant que je vais vous parler, dont je vais vous parler maintenant, va le confirmer. Le complexe d'Oedipe est introduit par Freud et il va nous permettre à déterminer les modalités par lesquelles l'enfant va accéder à la parole en lien avec son identité sexuelle et psychique, qui constitue la visée de cette nouvelle épreuve structurale. Donc le complexe d'Oedipe, c'est plus tard, c'est après le stade du miroir, qui se déroule, je vais être large, entre 3 et 6 ans. Au moment où l'enfant prend conscience qu'il existe une identité sexuelle autre que la sienne. Comment? Arrive souvent que des enfants de 3 à 6 ans aient un petit frère, une petite sœur qui naissent, et ils se rendent compte, quand ce bébé prend son bain, qu'il y a là quelque chose à l'endroit du sexe de différent que chez lui. N'est-ce pas? Le petit garçon, il observe sa petite sœur et il voit par exemple qu'est-ce qui se passe. Imaginez ce qui se peut passer dans leur tête. Par exemple, il va imaginer que la petite sœur, ça n'a pas encore poussé. Ou alors qu'elle l'a perdu, peut-être. Ça, c'est l'imaginaire fantasmatique des enfants. Mais, comme on leur a dit, par exemple, que sa mère aussi, c'est une fille, il ne peut pas imaginer que sa mère soit manquante. Alors, moi, quand je dis manquante, là, quand je parle de la mère, je ne parle pas dans le sens qu'il lui manquerait quelque chose, évidemment, il ne lui manque rien physiquement. Mais dans le sens que, on dit un être manquant, on dit un être désirant. Ton désir, il lui manque quelque chose. Elle est incomplète, cette mère. On peut dire que tout le monde est incomplet. Alors, l'idée, donc, tout de suite de penser là, de ce qui peut manquer à la mère pourrait être donné par le père. C'est justement sur cette incomplétude de la mère que s'ordonne la différence des sexes. Le lien entre l'homme et la femme, le père et la mère. Et à ce stade, l'enfant ne peut pas disposer du tout du savoir qui lui permettra d'ordonner ce juste rapport de ses parents, en pouvant articuler le manque maternel au nom du père. La présence du père reste voilée, comme dira Lacan, à ce premier stade, tant du stade du complexe d'Oedipe. L'enfant, d'un premier temps, perçoit sa mère, donc pas manquante, donc toute puissante. Okay. Elle est suspendue à ce que Lacan appellerait les allées et venues de la mère. On appelle ça aussi la loi maternelle. C'est-à-dire cette mère qui bouge, qui va d'une pièce à l'autre, mais où elle va, qu'est-ce qu'elle fait? L'enfant est tout le temps après ça, vous avez tous son image en tête, cette image de l'enfant, petit, 3 ans, qui court tout le temps après sa mère. Qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il cherche à combler cette mère. Il veut être l'objet du désir de cette mère. À la fois, il ne veut pas qu'elle soit manquante, mais néanmoins, il sent bien qu'elle est manquante quelque part, puisqu'elle va et vient. Donc, il va chercher tout le temps à la combler. Évidemment, c'est une tâche bien compliquée pour l'enfant. À ce moment-là, fatigante. Et cette loi maternelle, évidemment instable, ses allées et venues. Vous voyez bien que là, il n'arrive pas encore à comprendre la mère. Il n'arrive pas à la lire. On appellera ça lire la mère. La lecture, comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va?
Et aussi longtemps qu'il ne pourra pas comprendre, avoir sa signification, évidemment, il sera dans cette position-là de chercher à combler cette mer, être le désir de l'objet, être l'objet du désir de la mer. Donc vous voyez bien que là, il a besoin, à un moment donné, du père. Le père intervienne. Et c'est là que commence une nouvelle phase du complexe d'Oedipe. Il devra maintenant, petit à petit, s'atteler à ce que le père prenne sa place exacte auprès de la mère. Ça sera encore compliqué pour lui. Il ne lâchera pas aussi vite l'idée d'être cet objet du désir de la mère. Ce père, il le vivra comme frustrateur, interdicteur, gênant. Il se disputera avec lui cette place pour combler la mère. Vous voyez, à ce stade, l'enfant se met d'une certaine façon au même niveau que le père. Je parle dans le sens de la génération. Il est dans la même génération, il n'est pas au sens vertical, comme je disais tout à l'heure. Puisqu'il se dispute la place avec le père. Le père n'occupe pas encore sa place première, au sens originaire. Le père, au sens premier, originaire, dans le sens c'est le père qui donne à la mère, qui donne sous Zéra, pour faire un enfant, n'est-ce pas? Le père est premier, la mère, l'enfant. Pas premier dans le sens qui serait mieux que la mère. C'est pas une histoire de féminisme là à introduire, c'est la question de la mitzvah de la paternité, telle qu'elle est dit dans la Torah. Elle est donnée à l'homme, c'est lui qui donne son Zéra à la mère et ce qui fait un enfant. Et effectivement, à cette deuxième phase du complexe d'Oedipe, l'enfant est donc en rivalité, donc cette fameuse rivalité du garçon avec la mère. Comment? Là, c'est que le garçon. C'est aussi pour la fille. C'est aussi pour la fille. Oui. Le complexe d'Oedipe, c'est le Oui, mais non, c'est pas la fille. Non, là, à ce stade-là, il n'y a pas encore vraiment de différence entre le garçon et la fille. Justement, puisque c'est à la fin du complexe d'Oedipe que cette différence se met en place. Parce qu'il aura compris quelque chose. Ou elle aura compris. Je dis l'enfant, à la limite, quand j'en parle de façon neutre. Là. Mais c'est le garçon et la fille. Neutre dans le sens, bien sûr, que l'identité n'est pas encore en place complètement pour lui, à l'intérieur. Effectivement, la phase suivante, et là c'est la phase de la résolution du complexe d'Oedipe, elle nécessitera une modification de cette position de l'enfant. Il faudra qu'il sorte de cette idée d'être l'objet du désir de la mère. Et il va renoncer petit à petit à la rivalité. Et cela aura pour signification l'interdiction de la mère comme objet du désir incestueux de l'enfant. Le père, tout doucement, si tout se passe normalement, prendra place dans l'inconscient de l'enfant comme étant celui qui s'occupe de la mère, car elle est sa femme. Et l'enfant devra se concevoir, se percevoir plutôt, comme lui-même étant issu de ce qu'on appelle la puissance de l'amour du Père, du don du Père à la mère, et de l'accueil de ce don par la mère en mettant fin à ses allées et venues illisibles de la mère. Il pourra à ce moment-là occuper sa place d'enfant, patienter en grandissant, s'identifier pour le garçon. Non, effectivement, le garçon s'identifie à ce moment-là au père, donc au masculin, en souhaitant devenir grand comme papa, comme mon père plus tard, auprès d'une femme, choisie parmi toutes les femmes, à l'exception de la mère. Cette mère est réservée au père. Et la petite fille, donc en renonçant elle aussi à être l'objet du désir de la mère, elle va s'identifier à la mère pour devenir plus tard une femme comme la mère. Pas la mère, comme la mère.
auprès d'un homme pour recevoir le don de cet homme, faire un enfant. Donc tout ça, j'essaie de vous expliquer pour vous dire que l'identité sexuelle est une construction longue et inconsciente chez l'enfant, en rapport aux liens et aux désirs des parents. Des parents qui sont pour l'un un homme, l'autre une femme, articulés à leur juste place, à l'origine de l'enfant. Ils ne sont pas interchangeables. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme, ni l'homme la place de la femme. Que toutes les confusions, les troubles identitaires, pathologiques, pour certains nombres, sont le résultat d'une construction erronée à ces différents stades explicités très succinctement précédemment. Voilà, je laisse la place à Shlomo pour nous parler du discours juif sur la filiation. Excusez-moi. Oui. Avant de passer à notre sujet, je ne vois pas très bien, d'abord, où se trouve la différence dans votre énoncé sur le genre, la théorie du genre, et les différentes approches, notamment avec le féminisme qui a apporté voilà, des différenciations différentes de celles qui existaient précédemment, plus ou moins, avec les différents mouvements féministes, plus Simone de Beauvoir, deuxième siècle, etc. Et après, vous passez au contexte de Oedipe, mais ça n'a rien de nouveau. Qu'est-ce que ça, la relation de l'enfant par rapport à son père, par rapport à sa mère, s'il est un garçon ou s'il est une fille, par rapport à la théorie, enfin, à la nouvelle théorie du genre, maintenant qu'on découvre, le contexte d'Oedipe, on le connaît depuis Freud et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous venez de développer? Ouais, ça y est, c'est pas nouveau. Justement, c'est depuis des millénaires, ça fonctionne comme ça. D'accord, c'est par pas rapport nouveau. à ce dont on parle maintenant, Oui. la nouvelle théorie du genre, les identités, on n'est plus un garçon, on n'est plus une fille, on est un genre déterminé ou indéterminé. D'ailleurs, ça va jusqu'à par un, par un, deux, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère dans la dernière identité. Moi, je cherche à comprendre quelle est la nouveauté par rapport au contexte d'Oedipe. Justement, on a pris cette initiative de parler de la question du langage, en disant qu'effectivement, en introduisant un nouveau terme qui est genre, on l'explique à un moment donné, le mot genre, on parle du mot genre, genre masculin, genre féminin, transgenre, et puis voilà, par exemple, une personne que je vous ai nommée, Anne Faust-Osteria, écrit un livre en disant qu'il y a 5 sexes. Bon. Pourquoi pas que nous on dit que il peut y avoir que du masculin et du féminin. D'accord. On ne peut pas avoir masculin, homme, femme, Ok. ça et ça. Et c'est à travers l'explication du complexe que je ne peux pas refaire que j'essaie de vous expliquer effectivement pourquoi cette idée-là de rajouter sexe, ça casse la construction du langage, ça casse le langage. Le langage est détruit. Peut-être que vous voulez essayer de préciser votre question, peut-être, si vous voulez. Oui, moi je vais essayer de préciser ma question. Allez-y. Moi je pensais que ce que vous alliez développer, Oui. c'était ce qui se passe aujourd'hui par rapport justement au bouleversement d'identité, que ce soit justement les sexes qui ne sont plus des sexes. Il y a des, pour certaines naissances, ça se voit physiquement où on ne sait pas quel sexe, là j'utilise le terme sexe et pas genre. Oui. On ne sait pas quel sexe attribuer au bébé qui vient naître parce que ce n'est pas clairement défini. Donc on est revenu sur ça maintenant parce qu'à une époque, il fallait absolument préciser quel était le sexe. C'est ce que je vous ai dit. Ouais. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on a changé et parce que de quel droit, enfin, je ne sais pas votre vie, on va décider du sexe de cet enfant qui n'est pas encore très déterminé. Ça, c'est une possibilité et qui est
visible même à la naissance, puisque le sexe lui-même n'est pas La plupart du temps, il est défini. Il est défini. Ça n'existe pas. Exactement. Sauf exception. J'ai travaillé avec des bébés, je veux dire, c'est Il y a arrivé. toujours un peu Vous d'orient. avez des C'est rare, c'est examens. Toujours. Vous Ça avez ne veut pas dire que ça n'existe pas, puisque c'est Mais défini. et après, vous intervenez au niveau de la chirurgie. Mais c'est fini, mais on revient sur ça. On va laisser parler. On va vous laisser la parole et puis peut-être que par la suite. Oui, non, juste peut-être pour qu'on reste bien, comment dire, qu'on reste bien ensemble sur ce qui a été dit là. Je vais donc là effectivement apporter un éclairage supplémentaire par rapport à cette question telle que les textes juifs et la Torah nous les enseignent. Mais disons pour vous aider peut-être un petit peu à vous repérer par rapport à cette question du complexe d'Oedipe. Pourquoi finalement avoir repris la question du complexe d'Oedipe? Parce que ce qu'a essayé, je crois, de dire Rivka, c'est que cette théorie du genre viendrait nous dire finalement que l'identité sexuelle et psychique de tout un chacun pourrait être finalement totalement dissociée de la question de l'origine. Voyez-vous? C'est-à-dire que être un homme ou être une femme, d'après ce qui a été dit ici précédemment par Rivka, autant par le stade du miroir que le complexe d'Oedipe, vient dire ici qu'il y a un autre qui nous a précédés, les parents, Dieu, et qui finalement va déterminer cette identité sexuelle et psychique telle qu'on va être amené effectivement à la ressentir pour soi-même. Donc cette référence à l'origine, à l'altérité, à la verticalité, voyez, à cette idée finalement que c'est en rapport au lien filial que se construit l'identité sexuelle, nous est finalement facilité par ces deux concepts que sont le stade du miroir et le complexe d'Oedipe. En soi, le complexe d'Oedipe n'a rien de nouveau, simplement il vient nous dire ici, vous voyez, tout simplement, qu'un garçon se construira comme un garçon en référence à l'identification à son père. Une fille se construira comme une fille en référence à l'identification à sa mère. Et cela, finalement, on est en train de comprendre là, ça n'a pas grand-chose à voir avec simplement la dimension de la ressemblance anatomique. Mais ça passe par un processus psychique assez, je dirais, effectivement, nuancé et subtil, centré sur l'idée, finalement, que la mère, vous voyez ici, vient témoigner d'une certaine incomplétude pour justifier, finalement, le père. Si la mère est complète, et qu'elle peut faire des enfants toute seule, il n'y a pas besoin de père, et c'est vrai que cette théorie du genre nous renverrait un petit peu à cela. La théorie du genre aujourd'hui viendrait nous dire en quelque sorte, ce que je vais essayer de démontrer là maintenant à travers les textes juifs, que finalement on pourrait donner naissance à un enfant sans père. C'est un peu le point important, vous voyez ici qui est en jeu. C'est tellement vrai que la procréation médicalement assistée est ici proposée à toutes, c'est-à-dire y compris aux mères célibataires, qui n'ont aucune difficulté pour engendrer, je dirais effectivement sur un plan organique. Vous voyez. Donc on touche là à un point fondamental. Alors, Freud, n'est-ce pas, qui nous amène le complexe d'Oedipe, Lacan qui nous amène la question du stade du miroir, viennent nous dire tout simplement, voyez, qu'on ne peut pas construire une identité sexuelle, homme ou femme, sans référence à ce qui nous a été transmis par ceux qui nous ont engendrés. Et ça passe là évidemment par une construction psychique assez délicate telle que Rivka a essayé de vous la restituer ici. C'est ça la justification du complexe d'Oedipe, par rapport à la question de la théorie du genre. Alors, on va essayer d'approfondir ça. Je vais effectivement peut-être là vous présenter ce qui nous semble être l'apport de la Torah sur ces questions, et ce que j'ai appelé moi, là, ici, à travers la Torah, le discours juif sur la filiation. Vous voyez, finalement, comment le discours juif sur la filiation peut nous éclairer aussi par rapport à cette théorie du genre. Donc, je vais essayer d'être, comment dire, un petit peu rapide en même temps, parce que je voudrais aussi que vous puissiez poser vos questions, mais en même temps, je vais m'amener à un certain nombre d'éléments. Peut-être pour revenir un petit peu là sur... il y a tout juste 2 ans, j'avais donc écrit un livre, qui est ici, un livre issu de ma thèse de doctorat, à propos du cas de celui qui ne s'est pas questionné, dont traite la Haggadah de Pessah. Vous savez, Eno Yodé Alishol en hébreu, un des 4 enfants, vous voyez, pour constater qu'à la différence des 3 autres enfants également évoqués, donc vous savez bien qu'il y a 4 enfants dans cette Haggadah, il y a l'intelligent, le Raham, il y a l'impie, le Racha, il y a le simple, le Tam, et puis il y a celui-là, ce 4e, qui s'appelle donc celui qui ne s'est pas questionné, en hébreu Eno Yodé Alishol, auquel j'ai consacré un livre, donc, et pourquoi?
Parce qu'à la différence justement des trois autres, eh bien, en ce qui le concerne, lui, celui qui ne s'est pas questionné, eh bien, il est le seul pour lequel l'interlocuteur va cesser soudainement, sans qu'on nous dise pourquoi, d'être Ata, c'est-à-dire le masculin, le père. Pour les trois autres, c'est Ata qui lui répond, c'est-à-dire c'est le père qui répond à ces trois enfants. Mais curieusement, pour ce quatrième, pour Eno Yodé Alishol, il lui est répondu par le féminin, par At à lui. At Petarlo. On peut traduire par tu commenceras par lui ou tu l'ouvriras. Et la Haggadah ne nous dit pas pourquoi du tout. C'est très, effectivement, je dirais, comment dire, soudain et étonnant de voir ici le féminin arriver à la place du masculin, concernant cet enfant. Alors bien sûr, je vous le dis très rapidement, je ne voudrais pas vous parler de cet enfant-là en particulier, c'est un peu le cas de mon livre, mais il est certain que beaucoup disent comme ça, hein, quand j'ai pu en parler, faire des conférences au moment de la sortie de ce livre, que peut-être que tout simplement, si pour lui c'est hâte, l'interlocuteur qui effectivement s'adresse à lui, ce serait peut-être pour nous dire que lui ne pourrait peut-être pas finalement avoir comme interlocuteur le père. Ata, il n'aurait pas cette capacité-là à poser des questions, et du coup la mère finalement viendrait un peu se substituer au père au moyen du féminin. Hâte. On serait donc un peu dans cette idée finalement assez simple, presque un peu éducative, que voilà, tout simplement la mère a venu remplacer le père auprès d'un enfant un peu en difficulté. Bon. Et cette réponse-là, je ne l'ai pas du tout retenue, au regard du fait que, s'il est bien question pour lui de Hat, Pétar, Lo, si Hat est bien du côté du féminin, Pétar, lui, reste quand même du côté du masculin. On aurait dû dire normalement, si ça avait été seulement le féminin, Hat, Pétra, Lo. Par conséquent, on a là quelque chose d'invraisemblable. Dans ce passouk, on a le féminin et le masculin confondus, mélangés. Et ça, je pense, ça nous intéresse beaucoup, parce que si vous voulez, ce qu'on peut entendre là dès maintenant, vous voyez, c'est qu'à travers ce masculin et ce féminin mélangés pour lui et qui passe maintenant par ce hâte, on a peut-être là, vous voyez, quelque chose qui peut nous intéresser par rapport à la théorie du genre. Dans la théorie du genre, vous voyez, on n'a plus de référence au masculin et au féminin, comme deux notions, vous voyez, je dirais, contradictoires, et en même temps articulables, on va y venir. On a, ce que disait Rivka tout à l'heure, proposé un nouveau mot, qui est ici le genre, et qui viendrait, de mon point de vue, vous voyez, là, pour le dire un peu rapidement, eh bien, confondre le masculin et le féminin. Vous voyez, le rendre illisible, en quelque sorte. Masculin et féminin seraient ici confondus. Alors, j'avais proposé dans ce livre, donc je vais essayer de construire un petit peu cette question du langage, parce que la question a été posée très tôt, sur ce rapport au mot, à la lettre, et tel que Rivka n'a pas au tout début. Vous questionniez, je crois, la question, effectivement, de qu'est-ce que ça veut dire que la primauté du mot sur le sens. Donc on va essayer de comprendre ça, parce que c'est un point extrêmement important. J'ai proposé dans ce livre que cet enfant qui ne s'est pas posé de questions souffrait de l'absence de da'at. Da'at, qui se déduit du verbe la da'at, pour témoigner d'une absence de savoir, mais d'un savoir beaucoup plus fondamental et originaire qu'une simple absence de connaissance à laquelle le da'at est parfois, à mon sens, mal associé. Le da'at viendrait donc témoigner d'un savoir. De quel savoir s'agirait-il? Est-ce qu'il s'agit de connaissance au pluriel? Eh bien non. D'après les commentateurs de la Torah, parmi lesquels, dans un premier temps ici, le Maharal de Prague, il nous enseigne que le da'at serait la capacité, pour tout un chacun, d'avoir à articuler, mais également à séparer, à différencier deux éléments hétérogènes. Parmi lesquels, et en premier lieu, le masculin et le féminin. Deux éléments hétérogènes, il faut pouvoir les dissocier, les différencier. Le masculin ne sera jamais le féminin ne sera jamais le masculin, mais en même temps, ils sont articulés l'un à l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Parmi lesquels également, ces deux éléments hétérogènes qu'il faut à la fois séparer et articuler, selon le Maharal de Prague, le jour et la nuit. Le jour et la nuit sont bien sûr différenciés. En même temps, il arrive un moment dans la journée où le jour va rejoindre la nuit. C'est un moment particulier tout à fait important, la shkia. Pour les juifs pratiquants, le lait et la viande. Deux termes hétérogènes. Et pourtant, bien sûr, on s'intéressera à savoir à quel moment quelqu'un qui est bassari, comme on dit, ben effectivement va pouvoir manger du lait, boire du lait. Vous voyez, un moment particulier, ça peut arriver, 6 heures, d'après les Sépharadim, par exemple. Bon. Alors, ça, c'est la première approche de ce que c'est que le da'at.
d'après le Maharal de Prague. Le Gaon de Vilna, lui, nous enseigne que lorsque l'on veut connaître la signification profonde d'un mot, il nous faut toujours en connaître la première occurrence dans la Torah. C'est-à-dire à quel moment ça a été dit en premier dans la Torah. Et à propos du Da'at, ce qui fait référence, c'est le verset, le pasuk, Adam yada et Chava ishto, que l'on peut traduire donc par Adam a connu sa femme Ève. Et Rashi nous dit immédiatement ici, principal commentateur de la Torah, que cela nous enseigne qu'en la connaissant, il l'a connue intimement. Donc voyez-vous, le Da'at, ça viendrait désigner à la fois le savoir originaire et intérieur, finalement, qui unit un homme à sa femme, le père à la mère, le masculin et le féminin. Mais avec le Maharal de Prague, on voit maintenant que ce savoir originaire pourrait avoir une traduction dans le langage. Comment? Parce que le langage est précisément construit, vous voyez ici, sur ces couples d'opposés qui structurent littéralement la parole. J'ai dit effectivement le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le lait, la viande, tout cela construit le discours de tout un chacun. C'est pour ça qu'effectivement, on peut penser aussi qu'il nous faut ces couples d'opposés pour pouvoir construire une question. Quand un enfant accède au questionnement, il arrive finalement à articuler un petit peu ces deux contraires. Ce qui semble manquer profondément à Eno Yodé Alishol, c'est-à-dire à celui qui ne sait pas questionner. Et c'est pour ça qu'on nous dit que pour lui, celui-là, Eno Yodé A, il n'a pas de date. Le Talmud nous enseigne qu'un enfant qui ne sait pas questionner souffre de l'absence de date, ce que je viens de vous dire maintenant ici, et qu'il appartient au père d'avoir à le lui enseigner ce date. C'est tout le sens de la mitzvah de Veigatta Levinkra, et tu raconteras à ton fils, qui est donc la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pour un père à ses enfants. Et bien ici qu'on est en train de positionner, que la Torah est en train de positionner ici, voyez, le père comme celui qui n'est pas simplement là pour raconter une histoire, voyez, à ses enfants, mais pour construire la parole de ses enfants. Cette parole étant finalement, vous voyez, quelque chose d'assez, je dirais, subtil, nuancé et articulé. Alors, je voudrais ici préciser que la propriété du Da'at, telle que nous l'enseigne le Maharal de Prague, articulé, unifié, deux éléments hétérogènes, se prête particulièrement bien à définir le mode d'interprétation talmudique, fondé sur l'analyse du mot lui-même, c'est ce que disait Rivka au tout début de la conférence, et des lettres qui le composent, pour s'autoriser un rapprochement avec un autre mot. Et j'ai envie de vous dire cela maintenant, en dépit du bon sens. Je m'explique. On a donc comme règle d'interprétation talmudique le drash, qu'on peut traduire par l'interprétation, la xéra shava, qu'on peut traduire par même mot dans deux contextes différents. On a également aussi cette règle d'interprétation qui s'appelle la smirout, que l'on pourrait traduire ici par liaison contiguë entre deux énoncés. C'est-à-dire que vous savez que dans la Torah, il suffit parfois qu'il y ait deux, finalement, je dirais, deux enseignements qui se succèdent l'un à l'autre sans qu'il n'ait pourtant de rapport ensemble, pour qu'on puisse s'autoriser ici, vous voyez, finalement une interprétation. Alors, je voudrais vous dire que cela, vous voyez, le drash par exemple, je vais vous donner un exemple, ça va vous éclairer, je pense, sur votre question du début. On le retrouve, c'est un exemple, dans la paracha, par exemple, Vaïgash, qui est l'une des parachas qu'on a lues donc à la fin du Sefer Bereshit. Vous savez, c'est le moment où les enfants de Yaakov lui disent, lui annoncent que Yosef est vivant. À ce moment-là, voyez-vous, le texte nous dit que Yaakov n'a pas pu le croire, cela. Il n'a pas pu croire à cette annonce de ses fils. C'est-à-dire que le fait de lui dire « Yosef est vivant », ça a été insupportable pour lui. Pourquoi? Tout simplement, il était convaincu du contraire. Et qu'une telle annonce est venue, vous voyez, le heurter profondément. Et donc, ça a finalement tout simplement produit chez lui ce qu'on va appeler ici un déni, c'est-à-dire un refus. C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'on peut penser, vous voyez, que finalement, cet exemple-là montre bien le rapport à la parole. Une parole dite directement, comme ça, à quelqu'un, vous voyez, qui brusque, qui vient bouleverser, est très régulièrement refusée par le sujet. C'est vrai aussi en psychanalyse. Un psychanalyste
qui va interpréter le discours de son patient, sans que le patient ait en mesure lui-même de pouvoir un tout petit peu l'interpréter, va le heurter. Ce qui faisait dire à Lacan qu'on doit toujours interpréter dès lors qu'effectivement le patient a déjà finalement sur le bout des lèvres déjà la réponse lui-même. Donc ici on voit bien que les fils de Yaakov le heurtent en disant Yosef est vivant. Il ne peut pas l'accepter. Il va donc le dénier. Par contre, il va l'accepter grâce à un drache qu'il va faire, une interprétation. Comment? Il va voir arriver d'Égypte des chariots que lui envoie son fils pour le ramener en Égypte. Des chariots, en hébreu, se dit agalot, au féminin agala. Voyez-vous, dès que Yaakov voit agalot, il ne voit pas des chariots, mais il entend le nom agala. Et vous savez avec quoi il va lier finalement ce nom agala pour faire un drache? Avec un autre mot qui s'appelle égla. Égla, ça veut dire génisse. Il n'y a aucun rapport entre un chariot et une génisse, au niveau de la signification. Par contre, le fait que ces deux mêmes mots se ressemblent, et soient composés des mêmes lettres, va faire que Yaakov va se rappeler qu'avant la vente de son fils par ses frères, eh bien, il étudiait la mitzvah de Égla Aroufa avec son fils. Cette mitzvah, donc, qui consistait de briser la nuque d'une génisse lorsqu'on retrouvait un mort sans sépulture, anonyme, entre deux villages, et on ne savait pas à quel village il appartenait. Les anciens se rassemblaient, le Beddin, et effectivement, à ce moment-là, il faisait ce sacrifice de cette génisse pour expier une faute, éventuellement, d'avoir laissé ce mort sans protection. Yaakov étudiait, donc nous dit Rashi, cette mitzvah de Égla Aroufa avec Yosef avant qu'il ne soit vendu, et quand il voit Agala arriver, chariot, il pense à Égla. C'est très fort. Et c'est à ce moment-là qu'il dit oui, mon fils est vivant. C'est à ce moment-là le déni se lève. Voyez-vous? Le déni est levé. Yaakov reconnaît à ce moment-là que son fils est vivant. Et la Torah nous dit qu'il retrouve son roi Hakodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint qu'il avait quitté justement depuis la mort de Yosef. Vous allez quand même devoir me dire quelque chose à partir de là. Vous allez me dire, mais enfin, quel rapport de sens entre Agala et Égla? Il n'y a pas de la même signification entre ces deux mots. Et pourtant, c'est bien la dimension matérielle de ces deux mots, le fait qu'ils aient les mêmes lettres, qui a produit une telle association. Et du coup libéré Yaakov de son déni. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Le lapsus freudien fonctionne exactement de la même façon. Je vais vous parler d'un patient, un exemple de lapsus. Un patient me disait il n'y a pas très longtemps, il avait assisté à la cérémonie des Oscars à la télé, je crois, et à un moment donné, au lieu de me dire que cet acteur avait été nommé aux Oscars, il me dit que cet acteur avait été nommé aux Escars. Bon. Et bien qu'entre Oscar et Escar, il y a effectivement des lettres semblables, mais qu'une lettre finalement qui est différente. Mais en vérité, évidemment, Oscar et Escar, au niveau de la signification, c'est totalement hétérogène. Donc quand ce patient a fait ce lapsus, c'est comme si finalement il avait dit à travers le mot Escar, il s'est repris bien sûr tout de suite après pour dire Oscar, c'est comme si qu'il avait dit la vérité de ce qu'il pensait profondément. En clair, pas grand-chose de bien sur cet acteur. Escar étant, comme vous le savez, une maladie, du corps. Du coup, vous voyez, on est en train de penser ici que le lapsus est un drache, qui est tout à fait hérité du Talmud. Freud ne fait que reprendre ici, finalement, vous voyez, sans le savoir ou en le sachant, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, un enseignement juif profond. Eh bien, ce qu'on pourrait dire ici, c'est qu'un psychanalyste entend le discours de son patient de la même manière que les juifs interprètent leur texte. Alors, vous voyez bien qu'on touche ici à l'action de la parole, vous voyez, mais pas la parole, la conversation, pas la parole, la communication, pas la parole, la signification, mais la parole au sens ici, vous voyez, de, je dirais, la structure même de la parole. Vous voyez. C'est d'ailleurs à partir d'un drache, c'est-à-dire d'une interprétation, j'insiste sur ce point, que la Torah a attribué au père la mitzvah de la procréation, la mitzvah d'engendrer. Vous savez sans doute cela, que c'est le père qui a cette mitzvah, pas la mère, et qu'on peut déduire finalement cette mitzvah d'un drache, à savoir que dans le chapitre 1er de Bereshit, verset 28, il est enseigné Prou urvu milu et haaretz deriv shua,
croissez, multipliez, remplissez et conquérez la terre. Or, comme vous venez de le constater, ce pasouk est employé au pluriel. Mais en raison qu'il manque un vav, une lettre, au mot verifshua, il peut se lire verifsha. Verifshua veut dire conquérir, verifsha veut dire ici conquiert. Conquiert au masculin. Pour nous enseigner, selon Rachi, qu'il appartient à l'homme de conquérir sa femme et que c'est à lui qu'il incombe d'avoir une descendance. Alors, le fait que l'obligation d'engendrer, c'est-à-dire d'être père, soit enseignée par la Torah au moyen d'une interprétation et non d'une injonction, est d'une très grande valeur pour nous. On dit dans le Talmud régulièrement que ce qui s'obtient par interprétation est beaucoup plus fort que ce qui s'obtient par injonction, en quelque sorte, parce que tout simplement, ça a demandé beaucoup plus de travail. Mais surtout là, ici, entendez bien que cette dimension de la lettre vav qui manque au mot verifshua pour que ça devienne verifsha, nous renvoie ici, vous voyez, à la dimension de l'inconscient. Si on fait le rapport ici avec le lapsus freudien dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en clair, la Torah nous enseigne qu'il revient au père d'avoir une descendance et pas à la mère, à partir d'un présupposé qui touche à la dimension de l'inconscient. L'inconscient, c'est l'intériorité. Je reprends ce qu'a dit Rivka tout à l'heure, ce qui est inconscient est intérieur. C'est donc bien sûr, effectivement, ce qui est inconscient qui permet la construction aussi de l'identité de tout un chacun. C'est-à-dire, en quelque sorte, les mots qui nous ont construits et qui ont été déposés, finalement, chez nous, par un autre qui nous a précédés, qui sont évidemment, généralement, les parents, et ce dont les parents sont porteurs. Donc la paternité, vous voyez ici, procède d'une mise en acte de cet inconscient, qui entretient un rapport avec le langage. Là encore, vous avez posé la question tout à l'heure de est-ce que c'est bien finalement les mots et seulement les mots qui construisent l'identité? La réponse est oui, vous voyez, mais à ce titre-là, que même chez quelqu'un qui ne sait pas parler, ou qui ne peut pas parler, ou qui a un langage très pauvre, eh bien effectivement, on travaillera quand même, vous voyez, à ce que cet inconscient puisse se construire. C'est-à-dire que donc, vous voyez, ce n'est pas les mots au sens d'une technique seulement ici, c'est les mots au sens d'un désir. C'est ça qui est en jeu dans ce qui a été dit sur le stade du miroir, dans le complexe d'Oedipe, mais il me semble aussi, vous voyez, que les textes juifs reposent sur cette dimension. Mais vous dites que c'est le père qui doit enseigner plus ou moins ça. Oui. Mais le stade du miroir, vous avez dit que c'était la mère. Parfait. La réponse à votre question est la suivante. C'est que c'est vrai que c'est la mère, parce que c'est tout simplement sous elle qui est le plus souvent, je dirais, effectivement, comment dire, Plus proche. oui, la plus proche de la proximité. Mais Rivka a dit quand même une chose importante, je pense que vous avez dû l'entendre aussi, c'est que ce petit enfant devant le miroir entre 6 et 18 mois, eh bien s'il est juif, et s'il s'appelle Benjamin, il a déjà effectivement été circoncis. Ça veut dire que ce qui veut dire que la mère ici vient nommer un enfant face au miroir, qui déjà a été nommé par le père, précédemment, au moment de la Mila. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a finalement, à l'endroit même de son intimité, je reviendrai là-dessus, ce sera la fin de mon propos, la question, si vous voulez, de l'identité. Et l'identité sexuelle. On va voir effectivement en quoi la Mila vient nous dire quelque chose de l'identité sexuelle. Donc vous voyez, pourquoi finalement tout cela en rapport avec la théorie du genre, par rapport à votre question? C'est que vous voyez bien que la théorie du genre se construit sur l'extériorité, on l'a dit. Ce sont les représentations sociales qui déterminent le sujet. Ce qu'on est en train de vous dire là, tranquillement, c'est que ce n'est pas le cas. Ce qui construit l'identité psychique de tout un chacun, c'est certainement pas les images extérieures de nos sociétés. Mais bien entendu, effectivement, ce qui se construit à l'intérieur. Du coup, vous voyez, ce que je viens de vous dire là sur le père, c'est que le père n'est pas un éducateur. Il l'est aussi. Il doit bien sûr éduquer ses enfants. Mais on va dire maintenant, à travers cette référence au langage, qu'il est davantage institué. C'est-à-dire qu'il est obligé d'être là, comme étant celui qui a introduit la différenciation entre la mère et l'enfant. Et cela avant même que l'enfant ne soit né, mais dès sa conception. Dès lors que la conception est associée à un projet, c'est-à-dire à un acte étroitement associé à une parole qui nomme et qui produit de la différenciation. Ainsi, la mitzvah de Peria Verivia, la mitzvah de la procréation telle qu'elle est attribuée au père, aura pour visée, ça c'est la halacha, de faire naître une descendance différenciée, à la fois garçon et fille. Le père, donc, effectivement, a cette mitzvah de donner naissance à la différence des sexes.
il lui faut avoir et un garçon et une fille. Et aussi, très important, que ce même garçon et cette même fille ne soient pas eux-mêmes privés de la possibilité d'engendrer. Donc la mitzvah peria verivia, la mitzvah de la procréation donnée au père, qui a été finalement ici, vous voyez, attribuée par la Torah au moyen d'un drache, au moyen donc d'un rapport au langage qui implique la différenciation, implique que le père soit porteur lui-même, à travers ce zéra dont il a été question, d'une différenciation. Il faut produire du masculin et du féminin. Et ça n'a plus rien à voir, vous voyez, avec des représentations sociales, ça, masculin et féminin. C'est plus le bleu, le rose, vous voyez, enfin bon, on n'est plus là-dedans du tout. Des choses des garçons, des choses des filles. On est dans cette idée qu'il faut effectivement perpétuer l'humanité, et que cette humanité est de toute façon différenciée dès le début. Alors, vous savez que ces deux coordonnées, la différence des sexes et la différence des générations, sont essentielles à toute élaboration d'une position aussi de sujet. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit en quelque sorte sujet, porte un nom, se dise finalement je suis, je, puisque celle du miroir fait naître le je, eh bien il faut qu'il ait pu intégrer finalement cette question de la différence des sexes et cette question de la différence entre les générations. Alors, si comme je tente de le démontrer là maintenant, le père serait porteur, selon la Torah, de la différenciation pour le compte de sa descendance, on l'a dit, garçons et filles, pas privés d'engendrer, eux-mêmes perpétuels. C'est que cette différenciation est également au cœur du lien qui va l'unir à la mère. Je m'explique. Dans le Shulchan Arour, le recueil des lois juives, il est enseigné, tout homme est tenu de se marier afin d'engendrer. Le lien ici entre la paternité et le mariage est clairement énoncé. C'est complètement articulé. Ce que la théorie du genre, évidemment, désarticule complètement. Plus besoin de se marier, au sens d'un lien subtil qui existe entre un homme et une femme, le père et la mère, on a maintenant parent 1, parent 2, vous voyez, plus besoin de se marier pour engendrer. Et on va ici effectivement essayer de préciser ce que c'est que ce mariage. Quelle est la caractéristique propre au mariage juif qui permet de soutenir ce lien entre paternité et mariage? La réponse dans le Talmud réside dans ce qui est appelé ici le lien d'acquisition. Le kinyan, c'est ce qui se passe sous la choupa. Un homme donne une bague à sa femme, il n'en reçoit pas de sa part à elle, sous la choupa. À la mairie, en France, bien sûr, c'est mutuel. Chacun donne une bague à l'autre et se dit mari et femme. Mais selon notre tradition, non. C'est l'homme qui donne et c'est la femme qui est en position de recevoir. C'est extrêmement important ce point, parce qu'il ne s'agit pas ici de dire finalement que l'homme doit acquérir la femme, mais de dire que le père doit acquérir la mère. Ce qui est, à mon sens, un petit peu différent, et c'est ce qu'a essayé de dire Rivka à travers la question, je crois, du complexe d'Oedipe. À un moment donné, l'enfant qui voulait être l'objet du désir de la mère et la combler en permanence, se rend compte, finalement, qu'il y a un autre que lui, qui est le père, à qui la mère appartient, en quelque sorte. Ça veut dire quoi, qui la mère appartient? Combien de fois je me suis dû entendre dire à un enfant, en thérapie, un enfant collé à la mère, dans l'entretien même, collage total, comme le premier temps du complexe d'Oedipe, où il suit la mère sans arrêt, même dans la consultation. Qu'à un moment donné opportun, je puisse introduire le père et lui dire qu'en vérité, la mère à qui il tient évidemment profondément, qu'en vérité, effectivement, il est aussi aimé de sa mère et qu'elle tient à lui profondément, mais qu'en vérité, il y en a un autre dans cette histoire. Un autre qui est le père, et finalement à qui la mère a appartenu dès le départ pour que l'enfant puisse être conçu. Et vous pouvez être sûr que quand vous introduisez cette idée que la mère appartient au père, vous créez du sujet chez l'enfant. L'enfant commence à ce moment-là, effectivement, à se différencier. Il intègre l'idée, vous voyez, qui ne peut plus être à cette place, dont a parlé effectivement Rivka, qui est de vouloir toujours être cet objet de désir de la mère. Donc, la réponse dans le Talmud réside dans le lien d'acquisition, et j'ai proposé de préciser ici que ce n'est pas tant le fait que la femme appartient à l'homme,
on aurait là, vous voyez, une vision très courte de la choupa, presque temporelle, vous voyez. Non. Vous voyez, non. Il est évident que ce qui se joue sous la choupa, en raison de l'articulation entre mariage et paternité, c'est que c'est bien entendu la question du père et de la mère qui sont en jeu dès le départ. À venir, bien sûr, mais déjà en jeu dès le départ. Voilà donc les définitions que je vous propose du mariage. Il s'agirait pour un homme d'avoir à acquérir une femme comme étant une, afin de la soustraire à la totalité anonyme de toutes les femmes, pour qu'elle devienne sienne, et que par son intermédiaire et à travers elle, il puisse donner naissance à une descendance. Voilà l'articulation entre mariage et paternité que j'essaie là de construire avec vous assez finement. Et pour illustrer cette articulation entre mariage et paternité, parce que je tiens vraiment à dire ici, vous voyez, que c'est le socle. C'est le socle sur lequel la théorie du genre, vous voyez, en quelque sorte, vient introduire la dissociation. Il y a dissociation dans la théorie du genre entre, bien sûr, effectivement, vous voyez, le lien entre l'homme et la femme et la question de l'identité sexuelle. Pour illustrer cette articulation entre mariage et paternité, à la lumière de ce lien d'acquisition dont je viens de parler, je voudrais vous présenter très rapidement les termes de la 12e Mishnah, du 3e chapitre du Talmud de Babylone, traité Kiddushin, qui fait un peu autorité sur cette question. Bon, dans mon livre, il en est question très précisément, parce que c'est tout à fait important de bien mesurer l'importance de cette Mishnah. Elle articule tout à fait centralement ce point. La paternité, le lien de filiation et la question du mariage. Le premier, il y a 4 cas dans cette Mishnah, je vous les lis très rapidement. Je sais que c'est un peu rapide, mais bon, il faudra bien sûr effectivement en parler plus longuement. Ça peut être l'occasion d'une autre conférence éventuellement, parce que c'est une ouverture très importante aussi à ce que j'appelle la psychopathologie. Le premier cas de la Mishnah traite de l'union entre une femme juive et un homme juif, sans irrégularité, selon le terme de la Mishnah. C'est-à-dire un mariage autorisé entre les différentes composantes du peuple juif, Cohen, Lévi, Israël. Et bien dans le cas d'une union comme celle-là, d'accord, le lien de filiation d'un enfant issu de cette union s'établira selon le père. Deuxième cas de la Mishnah, qui traite de l'union entre une femme juive et un homme juif, mais cette fois-ci avec une irrégularité, comme ce peut être le cas d'une union, par exemple, entre un Cohen et une divorcée. Tout le monde connaît à peu près cette situation. Et bien ici, le lien de filiation de l'enfant issu de cette union s'établira à partir du parent à l'origine de cette irrégularité. Ça veut dire que l'enfant portera bien le nom Cohen, comme son père, mais il en perdra les prérogatives, qui consistent par exemple à pouvoir bénir le Kahal ou à pouvoir monter en premier à la Torah. Le troisième cas traite de l'union interdite cette fois entre deux juifs, en raison de son caractère incestueux. Et la Mishnah cite le cas qui peut être déduit de cette catégorie, à savoir le cas d'une union entre un homme et une femme qui serait demeurée mariée à son mari. L'enfant issu de cette union ne pourra pas avoir son lien de filiation établi selon son père, il sera mamzer, en raison que sa mère a continué à appartenir à un autre homme que son père, en la personne de son mari. Le quatrième cas, enfin, traite de l'union entre une femme non juive, cette fois, et un homme juif. Et dans ce cas, l'enfant issu de cette union ne verra pas son lien de filiation établi selon son père, mais selon sa mère. Et au prix, vous le savez sans doute, de la suspension de l'identité juive transmise à l'enfant. Donc ce cas est très important, il nous intéresse particulièrement, car c'est à partir de ce cas inversé, c'est-à-dire le cas de l'union entre une femme juive et un homme non juif, que la halakha a été tranchée pour déterminer l'identité juive d'un enfant en référence à la judaïté de sa mère, comme vous le savez. Bon, j'entre pas ce soir sur toutes les conséquences cliniques de cette Mishnah très riche. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et dans quelle mesure elle est donc une ouverture essentielle à la psychopathologie. Cette question donc pourrait être abordée à un autre moment. Mais je voudrais constater avec vous que cette Mishnah nous enseigne qu'au fur et à mesure que se fragilise le lien d'acquisition propre au mariage juif, jusqu'à disparaître totalement dans le quatrième cas, le lien de filiation ne s'établit plus selon le père, mais selon la mère, au point de compromettre le père comme étant institué pour introduire la différenciation entre la mère et l'enfant. Vous avez bien mesuré que ces 4 cas se déclinent, de telle sorte qu'au bout d'un moment, finalement, vous voyez, en quelque sorte, dans le quatrième cas, le père a sauté. Le lien de filiation ne s'établit plus selon lui,
Et quand on dit que le père a sauté, entendez-moi bien maintenant ici, c'est pas le père, le mâle, vous voyez, le masculin au sens, vous voyez ici, de l'anatomie masculine. C'est celui qui est fondé à introduire la différenciation. L'enfant se retrouve comme la mère, du point de vue, vous voyez, effectivement, ici, de son lien filial. Soit exactement le cas du complexe d'Oedipe, vous voyez, effectivement, ici, qui était le début du cas du complexe d'Oedipe. Là où le père n'était pas encore, finalement, je dirais, appréhendé par l'enfant. Un exemple dans la Torah de cette articulation entre mariage et paternité, maintenant. Elle nous est donnée dans la paracha Toldot, donc une des premières parachutes de Bereshit, à propos de la répétition. Vous savez que Abraham était le père d'Yitzhak. C'est dit 2 fois. Ve'ele Toldot Yitzhak, ben Abraham, Abraham Olidet Yitzhak. Et ceux-ci sont les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. La question est connue. Pourquoi répéter 2 fois ici la paternité d'Abraham dans ce cas-ci? Rachi précise que cette répétition est justifiée du fait que les moqueurs de l'époque prétendaient que Sarah aurait pu concevoir Yitzhak avec Avimelech, auprès duquel elle avait séjourné. Dieu a donc modelé le visage d'Yitzhak selon celui d'Abraham, comme si le lien filial père-fils était conditionné par la nécessité que la mère, ici Sarah, soit réellement la femme du père, et non celle d'un autre, ici Avimelech. Dans cette perspective, il conviendrait d'ajouter au passouk « Abraham engendra Yitzhak à Sarah ». C'est ce que va nous proposer un commentateur de la Torah appelé le Kli Yakar, lorsqu'il va justifier la répétition de la paternité d'Abraham à l'égard d'Yitzhak, du fait qu'à la fin de la paracha Chaye Sarah, qui précède la paracha Toldot, il est enseigné, à propos de la descendance d'Ishmaël, que si Ishmaël était bien le fils d'Abraham, ce n'est pas lui, Abraham, qui a engendré Ishmaël, à Agar. Mais le passouk dit, au contraire, que c'est Agar qui a engendré Ishmaël à Abraham. De ce fait, vous voyez ici, on a une inversion. Ishmaël était davantage comme Agar, sa mère, que comme Abraham, son père. C'est ce que nous propose ce commentateur, le Kli Yakar. Comme si dans le cas d'Ishmaël, c'est la mère Agar qui, en n'étant pas la femme du père, en n'ayant pas été acquise par le père, avait engendré son fils et lui avait transmis, d'après les mots du Kli Yakar, son essence. Un petit peu comme si finalement ça donne une explication à pourquoi Abraham le laisse partir Ishmaël. C'est que d'une certaine façon, c'est pas lui qui l'a engendré. Pourtant, vous allez me dire, il a bien engendré. Il est bien effectivement le fils, c'est marqué Ben. Mais si on nous dit aussi qu'il l'a pas, que c'est pas lui qui l'a engendré à Agar, mais que c'est le contraire, c'est pour nous dire sûrement ici, vous voyez, que ça n'est pas effectivement complètement ici Abraham en tant que père qui est à l'origine de cette histoire. Vous savez, effectivement, c'est Sarah qui le donne, qui donne sa servante à Abraham. Abraham n'a pas acquis cette femme qui est Agar, et du coup, ce fils finalement ne lui ressemble pas, ne possède pas son essence. Et du coup, ce fils ne sera pas bien différencié de sa mère. Puisque c'est le père ici, vous voyez, qui est un petit peu perdu dans cette affaire. La répétition de la paternité d'Abraham à l'égard d'Yitzhak, donc, prend donc ici la valeur d'une réparation quant à l'acte d'engendrer, qu'il convient d'attribuer au père, dans le projet qu'il puisse officier comme celui qui introduit la différenciation. À cet égard, le mariage procède bien d'un acte de différenciation. Parmi les nombreuses mitzvot que la Torah a attribuées au père, comme le fait d'enseigner à son fils la Torah, de lui apprendre un métier, de l'accompagner quant au fait de se marier, il est également enseigné d'avoir à lui pratiquer la Mila, de le racheter au 31e jour s'il est un Bechor, enfin de lui apprendre à nager. Toutes ces mitzvot me semblent s'inscrire dans cette perspective consistant pour un père d'avoir à construire la subjectivité, la personnalité de son enfant, au sens du da'at et de la différenciation évoquée précédemment. Je voudrais ici souligner avec vous les coordonnées relatives à la mitzvah de la circoncision, qui me semblent être emblématiques. Le Talmud nous enseigne, dans la Gemara Shabbat, que la circoncision doit être pratiquée à l'endroit de la différence des sexes. La question peut se poser que ça se passe ailleurs. Pourquoi pas un bout d'oreille, pourquoi pas je ne sais quoi. Plus
qu'une référence à l'anatomie, cet enseignement nous indique que cet acte a la valeur de déterminer l'identité sexuelle du garçon, par opposition à l'identité sexuelle de la fille. Cet acte a pour visée que le fils, qui possède désormais cette trace paternelle à l'endroit de son intimité, ne pourra plus jamais être identique à ce qu'il était lorsqu'il séjournait dans le ventre de sa mère. En témoigne également que c'est précisément à l'endroit de cette trace sur le corps qu'un nom masculin lui sera attribué en étant nommé par le père fils de Ben. De sorte que c'est bien au père qu'il convient, au moyen de cet acte, d'articuler l'identité sexuelle de son enfant, au sens d'être un garçon ou une fille, au lien de filial, au sens d'être fils de ou fille de. Il est à noter que si le discours juif sur la filiation semble venir constituer l'exact contrepoint des théories du genre, fondées sur la dissociation entre l'identité sexuelle et le lien filial, comme on l'a dit, la référence juive ne prend pas appui sur la seule anatomie, mâle et femelle, afin de répondre à ces théories, mais sur les mitzvot, qui qualifient l'homme par la paternité, et qui qualifient le masculin par la circoncision.